Oui, maman. Je te l'ai déjà dit. Même si on s'entend bien. Non, il a pas d'enfant. Je crois même qu'il a jamais été marié. Bon, écoute, là j'arrive au travail, je te laisse, il est 7h. Allez, bye. Docteur ? « 21 novembre 2022. Un nouveau patient sur mon carnet de rendez-vous aujourd'hui. Il est atteint d'un léger TOC. Pour commencer, lorsque le patient X est entré dans la pièce, il a compté les carreaux sur lesquels il marchait, évitant avec soin les lignes noires. J'ai pris une compote et 7 morceaux de pommes rouges ce matin au petit déjeuner. À midi, j'ai mangé 47 petits pois, 17 carottes et 42 morceaux de pommes de terre coupés en dés. S'il a le malheur de louper une case, il sort et entre jusqu'à ce que le compte soit bon. Pour l'instant, rien de grave. Il me raconte ses journées du matin au soir, commençant par son petit déjeuner et finissant par le souper. Il cote aussi les carottes, les pommes de terre et les petits pois qu'il mange. Aujourd'hui, sujet plus précis avec mon patient X lors de cette deuxième séance. Nous avons parlé de son enfance et il me racontera lors de la troisième séance la vie à la maison car tout se passe bien à l'école. Rien d'anormal à signaler sur la scolarité du patient. 28 novembre 2022. Aujourd'hui, mon patient et moi allons parler de sa famille. J'ai d'abord remarqué que ses tocs s'empirent. Maintenant, il compte le nombre de pétales qu'il y a dans mon vase et le nombre de gorgées d'eau qu'il boit. Je commence avec des questions simples, mais il les ignore. Mon père et ma mère s'aimaient. Je n'ai jamais vu autant d'amour entre deux personnes. Ils se sont rencontrés à l'âge de 16 ans. Ils allaient à l'école ensemble et rentraient ensemble. C'est là que mon père l'a embrassé. Ils avaient 16 ans
Et à 22 ans, ils se sont mariés. À 26 ans, ma mère est tombée enceinte. Je suis l'enfant unique. Elle aurait bien voulu en avoir plus, mais à 28 ans, on lui a diagnostiqué un cancer des ovaires. J'avais 2 ans. Un an après, quand j'en avais 3, mon père et ma mère se sont séparés suite à cette histoire de cancer. Elle n'était plus vraiment la même, elle qui rêvait d'une grande famille. Quand j'ai eu 24 ans, on lui a diagnostiqué une maladie neurologique. Un jour, quand je suis rentré à la maison, j'ai senti une odeur âcre à vomir. Vous savez, ce genre d'odeur qui s'imprègne aux vêtements. Au départ, je n'ai pas vraiment fait attention, mais 1 heure plus tard, j'ai entendu ma mère frapper sur quelque chose dans la cuisine. J'ai tout de suite accouru en bas des escaliers, et là, je l'ai vue. C'était avec un marteau. Elle frappait encore et encore. Je la voyais, elle éclatait le crâne d'un piaf. Des projectiles de sang s'écrasaient contre le mur. Et le marteau, encore sanguinolent, des morceaux de cervelle de l'oiseau. Je lui demande s'il ne l'a pas empêché de tuer l'oiseau. Vous l'avez pas empêché de tuer l'oiseau? Non, au début je trouvais ça même mieux qu'elle s'en prenne aux oiseaux. Un jour, elle s'en est même pris à un chat, mais au préalable elle avait rasé en grande partie le pelage de l'animal. Elle avait pris son marteau, et cette fois plus fort, à 2 mains, elle le frappait, encore et encore. On entendait le craquement des os du chat dans le couloir. Il était encore en vie quand elle avait commencé. Je décide de lui demander si sa mère ne tuait que des oiseaux et des chats. Mère ne tuait que des chats ou des oiseaux? Non, elle tuait aussi des lapins, des poissons, et parfois même des petits chiots. Je lui demande si elle ne s'en prenait qu'aux animaux. Prise à autre chose que des animaux? Je ne suis plus très sûr, mais en tout cas elle ne faisait aucun mal à des humains en ma présence. Certes, les animaux morts, leurs cadavres dans la poubelle, le sang, l'odeur, tout me répugnait, mais elle n'a jamais fait de mal à un humain avec moi, à part à elle-même. Un jour, il devait être 16 heures, j'ai rendu visite à ma mère. En sortant de la voiture, j'entendais déjà les rires. Elle frappait les pauvres bêtes et riait fortement, plus fort que d'habitude. Et les rires étaient mélangés à des cris de douleur, toujours plus forts. J'ai ouvert la porte et j'ai couru jusqu'à la cuisine. Et là, je me suis arrêté net. Mes jambes tremblaient. Je la voyais, cette scène. C'était ce même marteau, mais pas la même cible. Elle frappait sa main gauche, encore et encore. Quand elle m'a remarqué, elle m'a fait un grand sourire, continuant de fracasser sa main. C'était un vrai bain de sang, une boucherie. Elle posa ensuite délicatement le marteau sur le plan de travail et elle détourna enfin le regard de moi en levant sa main complètement détruite. Le sang, ses doigts étaient dans tous les sens. Ses phalanges ressortaient. Après ça, j'ai tout de suite pris mon téléphone et j'ai appelé le centre psychiatrique le plus proche. Ma mère est morte 1 an après son admission. Une overdose de médicaments. Les médecins s'étaient juste trompés dans les doses. Après sa mort, je l'ai enterrée avec ses parents.
4 décembre 2022. Mon patient continue ses tocs. Après avoir compté le carrelage et le nombre de pétales, il a aussi compté le nombre de tableaux et de vitres dans la pièce. Je lui sers un verre d'eau pour le calmer et il compte encore le nombre de gorgées qu'il boit. Mon père et moi n'avons jamais été réellement proches. J'ai appris à faire du vélo, le bricolage et des maths tout seul. On s'est rapprochés quand j'avais 4 ans, 1 an après le divorce. Il a changé d'appartement rapidement. J'ai chez lui tous les week-ends. Je demande si le père de mon patient était toxicomane. Toxico ? Je pense pas. Je me pose moi-même la question. Il était plutôt alcoolique, vu le nombre de bouteilles qu'il m'envoyait jeter dans les poubelles de verre en bas de l'immeuble. Je demande si le père de mon patient pouvait être violent vis-à-vis de lui. Je pense pas que l'alcool soit une excuse à sa violence. C'est vrai qu'après avoir bu quelques verres, mon père pouvait m'en coller une si j'avais pas rangé mes chaussures au bon endroit. Mais disons que ça durait pas en général. Quand j'avais 9 ans, je suis venu à l'appartement comme tous les week-ends. Il avait déjà beaucoup bu. Je dirais peut-être 5 ou 6 verres de whisky. Il était venu me voir. Au départ, c'était juste pour parler. Puis, il s'est rapproché de moi de plus en plus. J'avais pris l'habitude de ces visites nocturnes. Je savais que c'était pas normal. Mais je dirais pas que ça me faisait plaisir. Mais c'était le seul moment où moi et mon père on était proches. Enfin, vous comprenez. Il pleure. Je lui tends des mouchoirs. Il les prend puis compte le nombre de mouchoirs dans la boîte. Il en prend 2. Il y avait 6 mouchoirs. Maintenant il y en a 4. 4 c'est un chiffre pair. Divisé par 2 ça donne 2. C'est un des meilleurs chiffres. « 10 décembre 2022. Le rendez-vous a été annulé pour une raison que j'ignore. La police est venue m'interroger. Ce rendez-vous, le prochain rendez-vous et tous les autres rendez-vous, vous m'annulez tout. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je viens de voir à la télévision que mon patient s'est suicidé en se jetant de l'immeuble de 12 étages. Sa tête est tombée à première sur le sol, sa cervelle étalée sur le trottoir. Et quand la police l'a fouillé, il y avait un mot destiné au docteur X. Et c'était marqué c'est à votre tour, on se voit plus tard. C'est une phrase à 9 mots, c'est pas bon. C'est pas bon. 19 décembre 2022. Le mot de ce patient m'obsède. Le soir, j'ai des flashs de sa vie, des plus grands chapitres. N'est pas marié, elle n'a pas d'enfant selon moi. J'arrive même pas à m'imaginer son métier, ni son nom, ni son prénom. C'est très étrange que ce genre d'information ne m'ait pas été indiqué. 22 décembre 2022. Olaf m'a appelé ce matin. Il m'a, comme tous les ans, invité à son grand festin de Noël. J'ai dit que je pouvais pas venir parce que j'étais malade et que j'étais fatigué. Bien sûr, c'était juste une excuse pour faire des recherches sur l'immeuble en question et par la même occasion sur la véritable identité de mon patient. 24 décembre 2022. J'ai rien trouvé sur l'identité de mon patient, comme s'il avait jamais existé. Cet après-midi, je pars à la chasse aux infos du côté du commissariat. 15h17, je pars. 16h20, j'ai essayé de les faire parler en vain. Ils me disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de ce patient X et qu'ils trouvent aucune info sur un homme qui se serait jeté du 12e étage de l'immeuble. C'est un mensonge, la vérité, ou tout simplement qu'ils sont tenus au secret professionnel. 26 décembre 2022. J'ai quand même rendu visite à Olaf. J'ai dû rester chez elle pendant bien 3 heures. Comme j'arrête pas de penser à mon patient, j'ai prétexté un mal de tête et je suis rentré chez moi. J'ai continué mes recherches. Là, on est le 26 décembre 2022. Il est 3h15 du matin. 5 janvier 2023.
Je sais pas quelle heure il est parce qu'il y a ni fenêtre et ni horloge là où je suis. C'est mal chauffé en plus, fait un froid de canard. Je suis pas fou, mais on va me faire passer pour. Il y a 5 grands infirmiers et un prêtre qui sont venus me chercher. À l'extérieur de ma chambre, il y avait une bonne sœur qui notait tout ce qui se passait sur un calepin jaune orangé. Elle avait l'air de me prendre en pitié, elle était pas très grande, elle avait de beaux yeux bruns. Le prêtre, lui, devait faire dans les 1m95 et avait l'air assez énervé. Quand il récitait ses prières, il serrait son chapelet si fort que ses mains étaient rouges au bord de l'implosion. Ils m'ont installé devant un bureau sur une chaise plus confortable que le morceau de bois qui me servait de lit pendant tout le temps que j'étais là et ce qui me servait de chambre. Ça fait 8 jours que je suis là, d'après mon journal. Les journées sont longues, je me lève, enfin, on me réveille à 6h du matin et je le sais parce qu'ils me disent « Debout, monsieur Bolivine, il est 6h, pile pour le petit déjeuner. » C'est vraiment des connards. Après le petit-déj, ils me ramènent dans une grande salle décorée avec des pots de fleurs, un grand piano, une bibliothèque sans livres. On dit que les patients mangeaient les pages ou se cognaient la tête avec. Ça va aussi retirer le fermoir du piano parce qu'un patient leur fermait sur les doigts des autres. Et une petite table clouée au sol avec des chaises et un échiquier collé à la table. Au début, on m'a jugé apte à travailler dans la boulangerie. Là-bas, je pétris la pâte, la moule, je la mets au four et ces mêmes morceaux de pain préparés la veille au soir. On les mangeait dans la soupe du midi et parfois avec des pâtes sans sauce le soir. Après manger, on doit retourner dans nos chambres. Je suis pas à ma place dans cette grande salle de jeu au milieu des fous qui crient, qui se frappent eux-mêmes et même qui pèsent dans leur coin comme ça contre un mur, sur un canapé ou une table. La boulangerie, c'est mon seul échappatoire de ce monde de fous. Assis en face de moi, il y a un homme habillé en blanc avec les cheveux courts noirs et les yeux bruns. Il croise ses doigts sur le bureau et il se penche vers moi d'un air assez grave et très sérieux. Il a l'air plein de compréhension et d'empathie. Il me regarde dans les yeux et commence par me dire Je vais certainement vous demander ce que vous faites là, monsieur Bolivine. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Oui, ça fait 8 jours tout rond aujourd'hui. Très bien. Notez. Eh, c'est mon carnet, ça! Vous dites rien, vous. Savez-vous seulement où vous êtes, monsieur Bolivine? Vu le taux de mur blanc, un peu de fenêtre, j'irai à l'hôpital. Vous avez l'habitude de prendre des médicaments et de les planquer. Pas les prendre. Vous êtes un malin. Connaissez-vous cette femme? C'était la photo d'une femme vieille et grosse, les cheveux noirs attachés dans un filet. Sa tête est penchée vers l'avant avec ses yeux bruns foncés en train de fixer l'appareil. Non, je vois pas. Non, pas du tout. Son nom était Catherine Bouladji. Elle était cantinière. Elle servait les plateaux repas dans les chambres. Elle était, vous l'avez virée? Non. Elle a été sauvagement assassinée. Avec une broche. Un rôti planté dans la tête. Elle est restée debout 30 secondes, puis elle s'est effondrée. Elle s'est fracassée le crâne contre un coin de table. C'est horrible. Je travaille à la boulangerie, en plus. Moi, je connais tout le monde. J'aurais forcément vu quelque chose. Et vous savez qui a pu faire ça? À vous de me le dire. Comment ça, vous insinuez quoi, là? C'est vous, monsieur Bolivine. C'est vous qui avez fait ça. C'est vous, cette broche plantée dans la tête. Arrêtez de me prendre pour un con. Savez-vous qui est cette femme? Il me tend une autre photo avec une jolie femme d'environ 40 ans. Elle est pas maquillée, elle a une queue de cheval et des cheveux longs jusque la poitrine et des yeux bruns. Mais ce serait pas... Eh bah oui, comment pas la reconnaître? C'est ma mère. Elle est morte quand j'avais 28 ans, c'était une droguée, elle est morte d'overdose.
Elle était notre patiente. Je vous ai dit d'arrêter de me prendre pour un con. Votre père était alcoolique. Il était allé en prison pour attouchement sur mineur et inceste. Il est mort dans sa chute, une crise cardiaque. Quelle chute. Il s'est jeté d'un immeuble pour avoir été viré. Il a été jeté Du 12e étage, c'est ça? non, du 6e. Savez-vous quelle date nous sommes? Oui, nous sommes le 5 janvier 2023, oui. Non, nous sommes le 23 mars 2024. Nous sommes dans un hôpital psychiatrique. Nous sommes dans l'hôpital de Bellevue, près de Metz. Metz? Oui, vous vivez ici? Oui, je vis ici. J'ai un cabinet de psychiatrie. J'ai une secrétaire, elle s'appelle Olaf. Et j'ai un appartement qui est à 5 minutes à pied d'ici, près de la cathédrale. C'est pour ça que vous m'avez fait venir ici. C'est pour peut-être je vous aide, que je mette mes compétences à votre service, tester des nouveaux patients, je sais pas, c'est pour ça. Vous avez été interné le 14 novembre 2022. Le jour où vous avez acheté ce journal, vous avez créé le patient X en vous basant sur votre propre vie. Votre secrétaire, Olaf, n'a jamais existé. Votre cabinet non plus d'ailleurs. Tout à fait. Aujourd'hui, le 12 avril 2024, le patient Xavier Bolivine, patient depuis plus de 8 ans à l'hôpital psychiatrique de Bellevue, s'est donné la mort. L'après-midi, à 16h30, il était de garde à la boulangerie de l'hôpital. Il a été pris d'un moment de folie, a enfoncé son bras dans la broyeuse un pas, ce qui a eu pour effet de lui arracher tout le bras gauche. Il se relève, regarde la machine devant lui et y enfonce sa tête à la vue des patients et du personnel. Une des boulangères a pu débrancher la machine et la police est arrivée 1 heure plus tard sur les lieux. Le corps a été emmené à la morgue et une autopsie y a été pratiquée. L'autopsie révélera également que M. Bolivine a été drogué. L'hôpital révélera plus tard que pour les patients réticents, n'hésitez pas à les mettre dans leur plat. Une plainte, bien sûr, a été déposée par les familles des patients. Nous apprendrons également plus tard que M. Bolivine souffrait de TOC et de schizophrénie sévère et s'est inventé une propre vie sous le nom du patient X. Merci de m'avoir écouté, c'était Cécile Ophine-Radine pour la rubrique Psychologie.